Au mariage de ma sœur, elle a dit, va chercher une autre table, l'adopter. Tout le monde a ri alors que j'avais payé 600 000 pesos pour son grand jour. J'ai souri, j'ai levé mon verre et j'ai murmuré, profitant, c'est la dernière chose que je paie. Puis une voix a dit, attendez un moment. Merci d'être ici avec moi aujourd'hui. J'espère que tu passes une journée merveilleuse, où que tu sois. J'aimerais beaucoup que tu écrives en commentaire depuis quelle ville ou quel pays tu me regardes et quelle heure il est chez toi. Maintenant, commençons notre histoire ensemble. Je m'appelle Abril Rosal, j'ai 27 ans, et je me tiens debout dans une robe Zara à 800 pesos, au milieu d'un mariage qui a coûté 600 000 pesos. Un mariage que j'ai payé. L'air à San Miguel de Allende est frais ce soir, mais moi, je transpire à froid. Je regarde ma sœur Romina en train de m'humilier devant 300 personnes, dans la hacienda la plus luxueuse et exclusive de la région. L'endroit ressemble à quelque chose sorti d'une telenovela ou d'un magazine de mariage de haute société. D'immenses lustres en cristal pendent des poutres en bois sombre, projetant une lumière dorée sur des rivières de roses blanches importées qui couvrent chaque table. Un quatuor accorde pas un mariachi, parce que ce serait trop commun selon ma mère adoptive joue de la musique classique dans un coin, doucement et de manière prétentieuse. Tout est élégant, tout est cher, et tout semble terriblement faux. Romina est radieuse, je dois l'admettre. Elle porte une robe de designer qui a coûté plus que ce que je gagne en 3 ans comme maîtresse d'école primaire. Elle lève sa coupe de champagne français, ce champagne doré et pétillant qui coûte 5000 pesos la bouteille. Je veux porter un toast, dit-elle. Sa voix sort des haut-parleurs, douce et sucrée comme du miel empoisonné. À mes incroyables parents, Casilda et Horacio, pour m'avoir offert le mariage de mes rêves. Je vous aime, papa, maman. Merci d'avoir rendu cette nuit magique possible. Mon estomac se contracte violemment. Mes parents, ceux qui m'ont recueilli. Je serre la coupe en verre bon marché qu'on m'a donnée à ma table jusqu'à ce que mes jointures deviennent blanches. C'est moi qui ai payé ce mariage de rêve. C'est moi qui ai payé le banquet pour 300 personnes. C'est moi qui ai payé les fleurs qui seront fanées demain. C'est moi qui ai payé la musique que je ne suis même pas en train d'apprécier. Et c'est moi qui ai payé la location de cette hacienda ridicule. J'ai vidé chaque centime du compte d'épargne que j'avais mis 5 longues années à construire, peso par peso. Cet argent était destiné à l'apport pour mon appartement Infonavit. Mon futur, ma sécurité. Tout est parti dans un virement bancaire pour que Romina puisse jouer à la princesse pendant une nuit. Pendant qu'ils rient, s'embrassent et reçoivent les applaudissements de la foule, moi je n'attendais qu'un petit geste. Une mini-reconnaissance, un « merci » à voix basse, un clin d'œil, quelque chose, n'importe quoi qui dise « nous avons vu ton sacrifice, Abril, ça en valait la peine ». Mais bien sûr, ça n'arriverait jamais. Dans cette famille, mon sacrifice est leur droit. Romina parcourt la salle du regard avec ce sourire de fille parfaite de bonne famille, celui qu'elle a répété devant le miroir toute sa vie. Puis ses yeux, parfaitement maquillés, se plantent sur moi. Ils sont froids, amusés. Oh, dit-elle en faisant semblant d'être surprise, comme si elle venait juste de se rappeler que j'existe. Et bien sûr, merci à Abril. Mon cœur, ce stupide organe traître qui refuse de se durcir, fait un bond. Elle va le dire. Elle va dire que j'ai sauvé la journée. Elle rit, un petit rire court et glacé qui n'atteint pas ses yeux. Maintenant, l'adopter, dit-elle, et ce mot résonne dans le micro, amplifié pour atteindre le dernier coin du jardin, ça te dérangerait d'aller chercher une autre table? Cette table principale est seulement pour la famille royale. La salle éclate de rire. Ce n'est pas un petit murmure, c'est un éclat de rire collectif. Les 300 invités, en majorité des amis friqués de Romina et des associés d'affaires d'Horacio, pensent que c'est une blague un peu dure, une sorte de dynamique familiale drôle. Ah, ces sœurs, qu'est-ce qu'elles sont taquines, doivent-ils se dire. Je regarde ma mère adoptive, Casilda. Elle se couvre la bouche avec une serviette en lin, faisant semblant d'être élégante, mais ses épaules tremblent de rire. Elle s'amuse. Je regarde mon père adoptif, Horacio, l'homme qui m'a appris à faire du vélo quand j'avais 6 ans. Il fixe son assiette de filet mignon comme si c'était la chose la plus intéressante du monde. Lâche, comme toujours. Je sens la chaleur monter de mon cou jusqu'à mes oreilles qui brûlent. 200, 300 regards se plantent sur moi. La fille bizarre, la pièce en trop, l'adoptée, celle qui ne rentre pas dans la photo parfaite. Je devrais pleurer. Je devrais leur crier au visage que c'est moi qui ai payé le vin qu'ils sont en train de boire.
Je devrais courir sans me retourner. Mes 22 ans à avaler leur cruauté, à être la blague de leur dîner, m'ont appris une chose. Ne les laisse jamais te voir briser. Si tu pleures, ils gagnent. Si tu cries, tu es la folle. Alors je me redresse, je garde le dos droit, je lève le menton et je mets le sourire le plus calme et le plus serein que je peux inventer, même si à l'intérieur je m'effondre. Je lève mon verre avec une main qui, par miracle, ne tremble pas. Profitant, Romina, je murmure pour moi-même, même si je sais qu'elle ne peut pas m'entendre au milieu des rires. Profitant bien, parce que c'est la dernière chose que je paierai de ma vie. C'est fini. Je me tourne, prête à quitter ce cirque, sentant les larmes brûler derrière mes yeux, prête à sortir. Je ne me soucie plus de l'argent, je veux juste disparaître. Alors, une voix coupe le brouhaha des rires comme un couteau aiguisé. Une voix forte, claire, autoritaire, avec un accent qui ne vient clairement pas d'ici. Attendez un moment. Le silence est immédiat et brutal. Le quatuor à cordes laisse une note fausse suspendue dans l'air. Les serveurs s'arrêtent net, les plateaux levés. Les 300 paires d'yeux se tournent vers l'entrée principale de la salle de réception. Là, debout, enveloppé dans un tailleur en soie couleur charbon, appuyé sur une canne à poignée en argent, avec un regard d'acier, se tient Doña Jacinta Montoya, veuve de Rosal. Ma grand-mère adoptive, 82 ans. On était censé croire qu'elle était trop malade et trop faible pour prendre l'avion depuis Madrid. On était censé croire qu'elle était alitée. Mais elle n'a pas l'air malade du tout. Elle ressemble à une reine guerrière prête pour une exécution. Et elle a l'air furieuse. À ses côtés, un homme distingué avec une mallette en cuir hoche la tête avec sérieux. C'est le licencié Tadeo, l'avocat le plus redouté de la famille. La panique traverse le visage de Casilda pour la première fois de la soirée. Sa fourchette tombe dans son assiette avec un bruit métallique. « Oh mon Dieu !» murmure ma mère, pendant que son faux bronzage pâlit. Doña Jacinta avance vers la table principale. Le son de sa canne frappant rythmiquement le sol en marbre est le seul bruit dans tout l'endroit. Toc, toc, toc. « Romina » dit Doña Jacinta, sa voix résonnant sans même avoir besoin de micro. « Qu'est-ce que tu viens exactement de dire ? Pour comprendre pourquoi je suis là, debout, en train d'être la risée de San Miguel de Allende, il faut revenir 3 mois en arrière. Ce cauchemar n'a pas commencé dans une hacienda luxueuse, mais dans mon petit appartement loué dans le quartier Narvart, à Mexico. C'était un mardi soir, pluvieux et froid. J'étais assise à ma table de salle à manger, qui sert aussi de bureau, entourée de piles de copies d'élèves de 5e. Je suis maîtresse d'école primaire dans une école publique. J'adore mon travail, mais on ne devient pas riche en apprenant à des enfants à multiplier. Il était 9 heures du soir quand j'ai entendu quelqu'un frapper à la porte avec insistance. J'ai ouvert et je suis resté figé. C'était Romina. En 3 ans de vie seule, Romina n'était jamais venue me rendre visite, pas une seule fois. Elle disait que mon quartier était dangereux et que mon immeuble sentait l'humidité. « Romina » ai-je demandé, confuse. « Qu'est-ce qu'il y a ? Ça va ? » Elle était trempée par la pluie, son maquillage de marque coulant sur ses joues. Elle m'a souri. Un sourire tremblant et vulnérable que je ne lui avais jamais vu. Elle a levé une bouteille de vin. C'était un vin bon marché de supermarché, ce qui était extrêmement bizarre venant d'elle, la reine des étiquettes chères. « Je ne peux pas venir voir ma petite sœur » a-t-elle dit d'une voix plaintive qui m'a un peu brisé le cœur. Elle est entrée sans être vraiment invitée, en regardant mon humble appartement avec ses meubles d'occasion, mais cette fois sans sa grimace habituelle de dégoût. Elle s'est assise sur mon vieux canapé et a poussé un grand soupir dramatique, se couvrant le visage avec les mains. « Abril, je suis désespéré. Je n'ai plus personne vers qui aller. Mon instinct de grande sœur, même si j'ai 3 ans de moins qu'elle, s'est activé. Je suis allé à la cuisine, j'ai sorti 2 verres d'eau, parce que je n'ai pas de verre à vin, et j'ai servi le vin bon marché. Je me suis assise à côté d'elle. Raconte-moi ce qui se passe. » Romina a pris une longue gorgée et le spectacle a commencé. Elle m'a raconté en sanglotant que le mariage était hors de contrôle, que la hacienda qu'ils avaient choisie à San Miguel de Allende exigeait un paiement final immédiat ou ils annuleraient tout. « Le papa a hypothéqué la maison de Coyoacán » a-t-elle reniflé. « Maman a vendu ses bijoux, ses manteaux, tout. Mais ça ne suffit pas, Abril, il nous manque 600 000 pesos. » J'ai eu l'impression que l'air quittait mes poumons. 600 000 pesos.
Le montant exact que j'avais sur mon compte d'épargne. C'est beaucoup d'argent, Romina, ai-je balbutié. Elle m'a regardé avec de grands yeux pleins de larmes. Elle savait exactement sur quel bouton appuyer. C'est tout ce que tu as pour ton appart, je sais, m'a-t-elle coupé en prenant mes mains. Ses mains douces, avec une manucure parfaite, serraient les miennes tachées d'encre rouge et de craie. Je le sais, Abril, et je me déteste de te le demander, mais tu es notre seul espoir. Le prestataire nous donne jusqu'à vendredi où il annule tout. Ce serait la honte de ma vie. Imagine ce que les gens vont dire. Imagine comment maman va se sentir. Et là, elle a sorti le coup de grâce. Les mots qu'elle gardait pour la fin. Je te le jure, Abril, a-t-elle chuchoté, les larmes coulant sur ses joues. Aide-moi juste cette fois à faire de ce jour le plus parfait de ma vie, et je te jure sur ma vie que tout va changer entre nous. Elle a marqué une pause en serrant mes mains plus fort. Plus de blagues méchantes, plus d'exclusions. On sera des sœurs. Vraiment. Maman te verra enfin comme une partie de la famille. Je te le promets. On sera toi et moi, unis, de vraies sœurs, une vraie famille. C'étaient les mots magiques. La drogue dont j'étais accro. La carotte qu'ils avaient suspendue devant moi pendant 22 ans, et que moi, comme une idiote affamée d'affection, je continuais à suivre. Je me suis rappelé que la semaine d'avant, Casilda avait complimenté mes chilaquiles. Peut-être qu'il change, ai-je pensé. Peut-être que c'est ma chance d'acheter enfin ma place définitive dans leur cœur. Cette nuit-là, les mains tremblantes, j'ai ouvert mon appli bancaire sur mon téléphone. J'ai fait le virement. J'ai vu 5 années d'économie, de sandwich au thon, de vacances annulées, de trajets à pied au lieu de prendre un Uber, disparaître en 3 secondes. Voilà, ai-je murmuré, avec un grand vide dans l'estomac. Romina a regardé son téléphone, a vérifié la notification, et son visage s'est transformé. Les larmes ont disparu instantanément. Elle m'a fait un câlin rapide de 3 secondes à peine. Merci, merci, tu m'as sauvé, a-t-elle dit, puis elle s'est levée d'un bond en lissant sa robe. Je dois y aller, Bruno m'attend pour fêter ça. Tu es la meilleure. Et elle est partie comme ça, avec mes 600 000 pesos et mon futur dans sa poche. Une demi-heure plus tard, Dalia, ma meilleure amie et collègue maîtresse, est arrivée chez moi. Je lui ai raconté ce que j'avais fait. La réaction de Dalia a été explosive. Tu as fait QOI, a-t-elle crié si fort que le voisin a tapé contre le mur. Abril, t'abuses. Tu as donné l'argent de ton Infonavi à cette vipère? Tu es folle? Cette fois c'est différent, Dalia, me suis-je défendu en me sentant minuscule. Là elle a pleuré. Elle me l'a promis. Elle a dit qu'on serait de vraies sœurs. Là elles t'ont bien eu, ma pauvre, a dit Dalia en faisant les 100 pas, furieuse. Cette famille t'a traité comme leur servante toute ta vie. Tu vas te réveiller quand? Cet argent, tu ne le reverras jamais. Ce sont des parasites. Mais tu ne comprends pas, ai-je insisté, essayant de me convaincre moi-même plus qu'elle. Toi tu as tes parents, tes frères et sœurs. Tu ne sais pas ce que ça fait de sentir que tu n'appartiens nulle part. Cette fois, elles vont tenir parole. Tu essaies de tirer de l'eau d'une pierre, Abril, a dit Dalia avec de la tristesse dans les yeux. Et tu vas mourir de soif en essayant. Dalia avait raison, bien sûr, mais j'étais dans le déni. Le déni est un mécanisme de défense puissant quand la vérité est trop douloureuse à accepter. Pourquoi je l'ai cru? Pourquoi, après 22 ans de preuves contraires, je tombais encore dans leur piège? Parce que ma vie avec les Rosal a été une collection de petites et grandes cruautés, un musée de la douleur dont j'étais la seule visiteuse et la seule gardienne, et j'étais désespéré de fermer ce musée pour toujours. En conduisant vers le mariage, des mois plus tard, je revoyais les principales pièces de ma mémoire. Objet numéro 1, le lapin Pelito. 5 ans. Je me souviens à peine de l'accident de voiture qui a tué mes parents biologiques. J'ai juste des flashs, le bruit du verre qui se brise, l'odeur métallique du sang, et un silence terrifiant. Puis, les lumières blanches de l'hôpital. On m'a dit que mes parents, Marcus et Elena, étaient montés au ciel, qu'ils ne reviendraient jamais. Ensuite, ils sont arrivés, mon oncle Horacio, un homme grand aux yeux tristes et fuyants, et ma tante Casilda, une femme impeccable qui me regardait comme si j'étais une tache de graisse sur son tapis persan. Horacio m'a dit que désormais je vivrais avec eux. Que c'était ma nouvelle famille.
Je suis arrivé dans leur immense maison à Coyoacán avec une seule chose venant de ma vie d'avant, mon lapin en peluche, Pelito. Mon père me l'avait gagné dans une fête foraine quelques semaines avant. Il était sale et il lui manquait un œil, mais c'était tout ce qui me restait de lui. 2 semaines plus tard, Casilda m'a trouvé, serrant le lapin contre moi et pleurant en silence. Elle me l'a arraché des mains. Tu as déjà 5 ans, Abril. Tu es trop grande pour ces bêtises, a-t-elle dit avec sa voix froide et tranchante. Dans cette maison, il n'y a pas de place pour les sentimentalités ni pour les faiblesses. Tu dois apprendre à être reconnaissante pour le toit et la nourriture qu'on te donne. Elle est allée à la cuisine et l'a jetée à la poubelle. Si tu continues à pleurer, on pensera que tu n'es pas heureuse ici. Et les enfants malheureux vont à l'orphelinat. Cette nuit-là, j'ai essayé de récupérer Pelito dans la poubelle, mais le camion était déjà passé. Ça a été ma première leçon. N'aime rien trop fort, parce qu'ils te l'enlèveront pour t'apprendre à être reconnaissante. Objet numéro 2, le dessin déchiré. 7 ans. À l'école, on nous a demandé de dessiner notre famille. J'ai dessiné mes parents biologiques au ciel, et moi en bas. Quand je suis rentré, Casilda a vu le dessin. C'est quoi cette cochonnerie, a-t-elle demandé en le prenant, puis elle l'a déchiré en petits morceaux devant mon visage. Ta famille d'avant est morte. Nous sommes ta famille maintenant, compris? Si ça ne te plaît pas, tu sais où est la porte. Tu dois être reconnaissante qu'on ne t'ait pas laissé dans la rue. J'ai appris que mes souvenirs étaient une insulte pour eux. Objet numéro 3, la quinceañera. 14 ans. Quand Romina a eu 15 ans, ils lui ont organisé une fête spectaculaire à l'hôtel Saint-Régis sur Reforma. C'était l'événement de l'année. Des centaines d'invités, une robe de designer venue de New York, un DJ connu. Moi, j'avais 14 ans. Casilda m'a acheté une robe noire simple, presque un uniforme. Tu vas aider, m'a-t-elle ordonné ce matin-là. Les serveurs n'y arrivent pas avec autant de gens importants. Tu seras à la table des desserts et tu veilleras à ce que les amis de Romina ne manquent de rien. Alors j'ai passé la fête des 15 ans de ma sœur à servir des mini-gâteaux et des chocolats à des ados riches qui me regardaient de haut. À un moment, j'ai trébuché de fatigue et j'ai renversé un peu de jus sur la robe de la meilleure amie de Romina. Casilda m'a tiré jusqu'à la cuisine de service. Le son de sa gifle a résonné plus fort que la musique de la fête. Tu es une bonne à rien, a-t-elle sifflé, le visage rouge de rage. Tu n'es capable de rien faire correctement, tu ne sers qu'à gêner. Disparais de ma vue. Je suis resté dans la cuisine le reste de la nuit, à pleurer en silence à côté des plongeurs, en écoutant tout le monde célébrer la fille en or. Objet numéro 4, l'université. 18 ans. J'ai toujours été une bonne élève. Étudier était ma seule échappatoire, ma seule façon de contrôler mon destin. À 18 ans, j'ai reçu la nouvelle. J'avais obtenu une bourse complète pour étudier la pédagogie à l'UNAM, la meilleure université du pays. Ça ne leur coûterait pas un centime. Je suis rentré à la maison, excité, pour leur montrer la lettre d'acceptation. Horacio a à peine levé les yeux de son journal. Très bien, ma fille, a-t-il marmonné. Casilda, sans même arrêter de se limer les ongles, a dit avec un total désintérêt. Ah, très bien. Au moins tu ne nous coûteras pas plus d'argent que ce qu'on dépense déjà pour ta nourriture. Mais assure-toi que tes études dans cette école publique n'interfèrent pas avec tes tâches à la maison. Ici, on n'entretient pas des fainéants. Ce même mois, Romina, qui avait à peine réussi le lycée grâce à des répétiteurs privés hors de prix, a été acceptée en payant bien sûr à l'université Anahuac. Pour fêter ça, Horacio et Casilda l'ont emmené dîner dans un restaurant de luxe à Polanco et lui ont donné les clés d'une Volkswagen Beetle rouge décapotable, neuve. Pour ma fille intelligente, a dit Horacio, rayonnant de fierté. Moi, je regardais par la fenêtre de ma chambre. Le lendemain, j'ai pris le microbus et le métro pour aller à l'université, un trajet de 2 heures. Je l'ai fait pendant 4 ans, en regardant Romina arriver avec sa voiture neuve. Et maintenant, l'objet final de la collection. Les 600 000 pesos. Le prix final que j'ai payé pour un mensonge. Je pensais qu'après leur avoir donné cet argent, le traitement allait changer. Que j'étais naïve. Une semaine avant le mariage, Casilda m'a appelé. Sa voix sonnait douce, ce ton dangereux qu'elle utilise quand elle veut quelque chose. Abril, ma fille, je suis désolé de te déranger. Je sais que tu as déjà beaucoup aidé,
mais Romina a vu un set de valises Louis Vuitton dont elle a désespérément besoin pour sa lune de miel en Europe. Ce serait un geste adorable de ta part, comme cadeau de mariage. Et Casilda, je vous ai déjà donné tout ce que j'avais. Je n'ai plus d'argent. Allez, Abril, ne sois pas radine. C'est ta sœur, tu ne veux pas qu'elle soit heureuse? Passe-les sur ta carte de crédit. Avec ton salaire de maîtresse, tu peux payer ça en, quoi? 3 ans? Fais-le pour la famille. Je l'ai fait. J'ai utilisé ma carte de crédit jusqu'au maximum pour acheter des bagages qui coûtaient 50 000 pesos. Plus que ce que je gagne en plusieurs mois. J'ai emballé le cadeau moi-même, avec l'espoir idiot qu'en voyant les valises, Romina me prenne enfin dans ses bras pour de vrai. Et ça m'amène à cette nuit, à la hacienda. Je suis arrivé seul. J'avais tellement dépensé pour le mariage et pour le cadeau que je ne pouvais pas me permettre une nouvelle robe ni aller chez le coiffeur. Je me suis coiffé moi-même et j'ai mis la robe bleu marine Zara que je porte pour les réunions de parents d'élèves. En entrant dans le jardin principal, j'ai cherché mon nom sur le panneau élégant des tables, écrit en belle calligraphie dorée. Table 1, Romina, Bruno le marié, Casilda et Horacio. La famille royale. Table 2, les parents de Bruno. Table 3, les demoiselles d'honneur. J'ai continué à chercher. Table 4, 5, 6, oncle, cousin lointain, associé d'Horacio. Je suis arrivé à la fin de la liste. Table 20. Mon nom n'y était pas. J'ai senti un vide glacé dans mon estomac. C'était possible? Il m'avait oublié au mariage que j'avais payé? Je me suis approché d'une organisatrice de mariage, une femme stressée avec une oreillette et un iPad. Excusez-moi, ai-je dit en essayant de rester digne. Je ne trouve pas mon nom. Je suis Abril Rosal, la sœur de la mariée. La femme a froncé les sourcils et vérifié sa liste. Abril. Rosal? Non, je ne vois aucune Abril dans la liste principale. Elle a levé sa radio. On a une certaine Abril Rosal ici. Elle dit que c'est la sœur. Elle a fait une pause en écoutant la réponse dans son oreillette. Son expression est passée de la confusion à un mélange de pitié et de gêne. Ah, ok, compris. Elle m'a regardé sans oser croiser mes yeux. Oui, excusez-moi, señorita. On me dit que vous êtes, l'adopté. On m'a donné la consigne que si vous arriviez, je devais vous mettre là où il resterait de la place. La table 11 au fond a des places libres. Là où il resterait de la place. J'ai marché vers la table 11, le visage en feu. Elle était dans le coin le plus sombre de la salle, juste à côté des portes battantes de la cuisine. Chaque fois qu'un serveur entrait ou sortait, la porte cognait ma chaise et une odeur de graisse et de désinfectant arrivait jusqu'à moi. Mes compagnons de table étaient un couple de vieux qui ne connaissaient personne et un comptable du bureau d'Horacio qui avait l'air surpris d'avoir été invité. La table des rejetés, des figurants. Je me suis assise et j'ai essayé de devenir invisible. Le service du dîner a commencé. Aux tables principales, j'ai vu qu'on servait du filet mignon juteux avec une sauce au vin et des queues de langouste. À notre table, la 11, on nous a apporté une poitrine de poulet avec une sauce blanche. Elle était froide et sèche. Le serveur l'a déposée devant moi sans même me regarder. Il savait que je ne comptais pas. Pendant le plat principal, j'ai vu Casilda se lever et aller à une table de ses amis de la haute société. Elle gesticulait en racontant une histoire drôle. Soudain, elle a fait un petit signe de tête dans ma direction. 4 paires d'yeux de femmes couvertes de bijoux se sont tournés vers moi. Elles n'ont pas été discrètes. J'ai vu leur regard de fausse pitié. Je pouvais lire la petite histoire dans leur visage. La pauvre. Ils l'ont recueillie dans la rue. Que les Rosal sont généreux. Comme ça a dû être dur pour eux. J'ai avalé le poulet sec avec un nœud dans la gorge. Je me suis dit que ce n'était pas grave, qu'il suffisait de tenir jusqu'à la fin. J'avais payé 600 000 pesos pour cette leçon de vie. Je me préparais à m'éclipser par la porte de la cuisine, à fuir cet endroit pour toujours, quand Romina s'est levée pour faire son discours. Elle était si belle, et si cruelle. Elle a remercié tout le monde, ses parents, ses beaux-parents, ses amis, le fleuriste, le responsable des lumières. Mon nom n'est jamais sorti de sa bouche, jusqu'à ce qu'elle décide, à la fin, de me donner le coup final. Ah, attendez, j'oubliais presque quelqu'un, a-t-elle dit en me cherchant du regard. Mes espoirs se sont levés une dernière fois, juste pour être écrasés.
Ah, Abril, dit-elle. Je me suis levé en tremblant. Maintenant, l'adopter, tu peux aller chercher une autre table? Celle-ci est pour la famille royale. Et ainsi, le cercle de l'humiliation s'est refermé. Mais elle ne savait pas qu'à la porte, la vraie matriarche venait d'arriver pour mettre le feu à son cirque. Le silence qui a suivi l'arrivée de Doña Jacinta a été total. La hacienda entière a retenu son souffle. C'était comme si la température avait baissé de 10 degrés en une seconde. Casilda a été la première à réagir, son instinct de survie sociale en alerte. Elle s'est levée, a lissé sa robe et a avancé vers sa belle-mère avec un sourire tendu et faux collé sur le visage. « Maman Jacinta » a-t-elle lancé d'une voix qui tremblait un peu. « Quelle merveilleuse surprise. Nous pensions que tu étais très fragile là-bas à Madrid. Pourquoi tu ne nous as pas dit que tu venais? On t'aurait envoyé le chauffeur. » Doña Jacinta ne l'a même pas regardé. Elle est passée à côté comme si Casilda n'était qu'un meuble mal placé. Ses yeux bleus, froids comme la glace, étaient fixés sur Romina, qui restait pâle sur l'estrade, le micro tremblant à la main. « Répète ce que tu as dit, Romina, ordonna Jacinta. Sa voix n'était pas un cri, c'était une sentence. « Quoi? Qu'est-ce que, quoi, mamie, balbutia ma sœur, son arrogance se dégonflant comme un ballon percé. Ce que tu viens de dire. Ce que tu as dit à Abril. Répète-le maintenant que je suis là. Je plaisantais seulement, mamie. C'était une blague, tu sais, des trucs entre sœurs. Hein, Abril? Elle m'a regardé, ses yeux suppliants, mais pas pour demander pardon. Elle suppliait pour que, comme toujours, je lui sauve la mise et que je joue le jeu. Non. La voix de Jacinta a été comme un coup de tonnerre qui a fait trembler les verres sur les tables. Une blague, c'est quand tout le monde rit. Ce que tu as fait, ça s'appelle de la cruauté. Tu as humilié publiquement la seule personne dans cette salle qui a sacrifié tout ce qu'elle avait pour que tu aies cette fête ridicule. Elle s'est tournée lentement vers ma mère adoptive. Et toi, Casilda, je t'ai vu. Tu as ri. C'est toi qui lui as appris cette cruauté. Tu l'as nourrie avec ton propre venin. Maman, s'il te plaît, ce n'est pas le moment, a couiné Casilda, perdant son masque. On est en train de célébrer. Tu fais une scène devant les invités. C'est exactement le moment, a répliqué Jacinta en frappant le sol avec sa canne. Je me suis tue pendant 22 ans, en respectant vos mensonges pour le bien de la famille. Mais c'est fini. Aujourd'hui, le théâtre se termine. Elle s'est tournée vers l'homme élégant qui l'accompagnait, le licencié Tadeo Vega. Licenciado, préparez l'équipement, s'il vous plaît. Le licencié Tadeo a ouvert sa mallette en cuir sur une table d'appoint. Avec des gestes précis, il a sorti un ordinateur portable et un câble. « Mais qu'est-ce que tu fais, maman » a demandé Horacio, mon père adoptif, parlant pour la première fois. Sa voix était un murmure tremblant, celle d'un enfant apeuré. « Je vais mettre un peu d'animation, Horacio » a dit Jacinta avec un sourire tranchant. « Puisque la tienne a été tellement décevante et vulgaire. » Tadeo a branché l'ordinateur au système audiovisuel du mariage. Le grand écran derrière la table des mariés, prévu pour projeter une vidéo romantique de Romina et Bruno, s'est allumé. « Avant tout, » dit Jacinta en prenant un micro sans fil qu'un serveur terrorisé lui a tendu. « J'ai une annonce importante à faire. Elle concerne mon testament et la vraie identité d'Abril. » Casilda a lâché un petit rire nerveux, strident. « Oh, s'il vous plaît. C'est la démence sénile. Abril est la fille d'une cousine éloignée qui est morte. Nous l'avons adoptée, c'est tout. Il n'y a pas de mystère. »« Menteuse » a dit Jacinta. Le mot est resté suspendu dans l'air. Casilda a toujours été une petite femme jalouse. Tu as toujours été envieuse d'Eladio, mon fils aîné. Et quand il est mort, tu as transféré toute cette haine sur sa fille. La salle est restée choquée. Eladio. Le frère aîné d'Horacio, mort dans l'accident. Doña Jacinta s'est tournée vers Romina. Et toi, Romina, tu es cruelle parce que tu es insécure. Au fond de toi, tu sais qu'Abril est plus intelligente que toi. Tu sais qu'elle a gagné sa place à l'université par mérite, alors que pour toi, nous avons acheté le diplôme. Tu as besoin de l'écraser pour te sentir grande, et tes parents t'ont appris que c'était normal. Elle a fait un signe à l'avocat. Licenciado, première diapositive.
Sur l'écran géant est apparu un document officiel scanné en haute résolution. C'était un acte de naissance. Les lettres étaient bien lisibles pour les 300 invités. Nom, Abril Rosal Montoya. Père, Eladio Rosal Montoya. Mère, Elena Gamé de Rosal. La salle a laissé échapper un grand « oh » collectif. J'ai senti le sol bouger sous mes pieds. J'ai dû m'agripper à la table pour ne pas tomber. Eladio, ai-je murmuré d'une voix étranglée. Mon oncle Eladio. Jacinta m'a regardé et, pour la première fois, ses yeux se sont remplis de larmes. Eladio n'était pas ton oncle, ma petite. Eladio était ton père. Lui et ta mère, Elena, sont morts dans cet accident. Toi, tu as survécu. C'est un mensonge, a hurlé Casilda, désespérée. Ce document est faux. Tu es folle, vieille sorcière. Folle. Jacinta a souri tristement. Licenciado, la preuve ADN, s'il vous plaît. L'image a changé. On voyait maintenant un rapport médical d'un hôpital daté d'il y a 22 ans, juste après l'accident. Sujet A, Jacinta Montoya de Rosal, grand-mère. Sujet B, Abril Rosal, patiente mineure. Probabilité de parenté, 99,9%. J'étais là, Casilda, a dit Jacinta. Horacio aussi. Il a vu cette preuve de ses propres yeux. Il savait qu'elle était la nièce de sang, la fille de son frère adoré. Elle s'est tournée vers Horacio, qui pleurait en silence, la tête entre les mains. Me regarde là, Horacio, a crié Jacinta. Dis la vérité à tout le monde. Pourquoi as-tu laissé ta femme lui changer son nom de famille? Pourquoi as-tu laissé qu'on l'appelle l'adoptée et qu'on la traite comme une bonne dans sa propre maison? Dis-le. Horacio n'a pas réussi à parler. Très bien, je vais le dire moi-même, a dit Jacinta. Parce que ta culpabilité et ta cupidité étaient plus grandes que ton amour. Et parce qu'il y avait de l'argent en jeu. Beaucoup d'argent. L'atmosphère dans la hacienda était électrique. Personne ne bougeait, personne ne respirait. Les serveurs étaient collés au mur, figés. Quand Eladio est mort, a continué Jacinta, sa voix retrouvant sa force. J'étais brisé. J'avais perdu mon fils. Horacio m'a juré sur la tombe de son frère qu'il prendrait soin de toi, Abril, qu'il te traiterait comme sa propre fille. Nous avons décidé de garder ton identité secrète pendant un temps, pour te protéger du traumatisme et des vautours qui tournent toujours quand il y a des héritages. Elle m'a regardé avec une douleur infinie. Mais j'ai commis une erreur fatale. J'ai fait confiance à Horacio, et je me suis laissé manipuler par elle. Elle a pointé Casilda du doigt. Je suis parti à Madrid pour vivre mon deuil, et chaque fois que je voulais te voir, Casilda me disait que tu étais instable, que me voir te provoquait des crises, que le psychologue recommandait de garder la distance. Ils m'ont menti pour me tenir éloigné et ont utilisé cette distance pour t'effacer. Pourquoi, ai-je demandé, les larmes coulant sur mon visage. Pourquoi me faire ça alors que je n'étais qu'une enfant? Pour de l'argent. Dans ma vie, c'est toujours pour de l'argent. Jacinta a fait un signe sec à l'avocat. Licenciado, montrez-leur pourquoi. L'écran a changé encore une fois. On voyait maintenant l'entête d'un vieux relevé de compte bancaire. Banco International de Mexico, compte fiduciaire 44-81B. Bénéficiaire, Abril Rosal Montoya. Tuteur légal, Horacio Rosal. Solde initial, année 2003, 10 millions de pesos. 10 millions de pesos. J'ai entendu des exclamations choquées parmi les invités. Casilda est devenue aussi blanche que du papier. Ton père, Eladio, était un homme prévoyant et prospère, a expliqué Jacinta. Il t'a laissé un fideikommiso de 10 millions de pesos pour assurer ton avenir. 10 millions, il y a 20 ans, Abril. C'était une fortune. Les règles du fideikommiso étaient claires. Horacio, en tant que tuteur, ne pouvait retirer de l'argent que pour tes besoins directs et nécessaires, bien-être, santé, éducation de haute qualité, logement. Jacinta a marché jusqu'à la table des mariés et a regardé Horacio avec dégoût. Mais voyons un peu à quoi a servi l'héritage de ma petite fille. Licenciado, les mouvements. Les diapositives ont commencé à défiler, une par une. Chaque diapo était comme un coup de poing dans mon estomac. 1er mars 2005, retrait de 500 000 pesos. Motif déclaré, paiement d'inscription et de scolarité annuelle, Collegio allemand Alexander von Humboldt,
pour la mineure Abril. C'est faux, ai-je crié, la voix cassée. Je suis allé à l'école primaire publique Benito Juárez. Mes uniformes étaient donnés. Exact, a confirmé Jacinta. Mais cette année-là, ils ont rénové la cuisine de la maison de Coyoacán avec du granit italien. Diapositive 2. Septembre 2010, retrait d'1 million de pesos. Motif déclaré, fonds d'épargne universitaire, Université Anahuac, pour la mineure Abril. J'ai étudié à l'UNAM, ai-je dit, tremblante de rage. J'avais une bourse complète pour mes notes. Je n'ai pas payé un seul peso. Exact, a confirmé Jacinta. Mais curieusement, ce même mois-là, Romina est entrée à l'université Anahuac, en payant la scolarité la plus chère. Diapositive 3. Juin 2016, retrait de 350 000 pesos. Motif déclaré, transport et mobilité sur pour la mineure Abril. La Beetle rouge. Romina s'est couvert la bouche, réalisant l'ampleur de ce que ça voulait dire. Oui, Romina, a dit Jacinta. Ta voiture, celle que tu as tant montrée sur Instagram, a été achetée avec l'argent d'Abril. Pendant qu'elle faisait 2 heures de métro et de bus pour aller à l'université, toi tu conduisais son argent. Diapo 4. Février 2020, retrait de 800 000 pesos. Motif déclaré, frais médicaux extraordinaires d'urgence pour la mineure Abril. Je n'ai jamais été gravement malade, ai-je murmuré. Non, pas toi, a dit Jacinta en fixant le visage figé de Casilda. Mais c'est le mois où Casilda est partie en Colombie pour quelques retouches esthétiques et est revenue avec un nouveau-né et 2 tailles de poitrine en plus. La liste a continué. Voyage à Disney où je n'étais pas invité. Voyage culturel. Vêtements de marque. Bijoux. Dîner de luxe. Solde final, juillet 2023, 0 pesos. Jacinta a baissé le micro, mais sa voix naturelle, pleine de rage et de douleur, a rempli l'espace. Ils ont tout volé, a-t-elle hurlé. Ils ont volé chaque centime de l'héritage de ma petite fille. Ils ont vécu comme des rois grâce à l'orpheline qu'ils méprisaient. Elle s'est approchée de moi et m'a pris par les épaules, m'obligeant à la regarder. Ils t'ont fait croire que tu leur devais la vie, Abril. Ils t'ont fait croire que tu étais un poids. Ils t'ont forcé à dire merci pour les miettes de leur table, alors que tout ce temps, eux mangeaient dans ton assiette. C'est toi qui les as entretenus, pas l'inverse. Les larmes coulaient sur mon visage, chaudes et salées. Tout faisait sens. Les regards coupables d'Horacio, l'insistance de Casilda pour que je sois reconnaissante, la vie de luxe de Romina. Tout avait été financé par la mort de mes parents. L'ayant plus, a continué Jacinta en se tournant vers la foule choquée. Quand les 10 millions ont été finis, quand il n'y avait plus rien à voler, ils ont eu le culot de venir lui demander ses économies. Elle a pointé Romina du doigt. Tu lui as pris ses 600 000 pesos. L'argent qu'elle a gagné honnêtement en travaillant comme maîtresse. Tu lui as pris sa maison pour payer cette fête où tu viens de l'humilier. Tu es un parasite, petite. Romina pleurait maintenant, mais pas de regret, de peur. Bruno, son mari, s'était éloigné d'elle, la regardant comme une étrangère. Je ne savais pas, sanglotait Romina. Je ne savais pas. Tu savais, l'a coupé Jacinta. Tu savais que tes parents n'avaient pas d'argent. Tu savais qu'ils vivaient d'apparence. Et ça ne t'a jamais intéressé de savoir d'où venait l'argent, tant que tu pouvais acheter tes robes et tes voitures. Jacinta a respiré profondément, retrouvant son calme de matriarche. Mais tout ça se termine aujourd'hui. Maintenant, dit Jacinta, sa voix devenant dangereusement calme. Parlons du futur et de mon testament. Casilda a relevé la tête, ses yeux rouges brillant d'un mélange de terreur et d'avidité. Il y a 3 semaines, j'ai signé mon testament final et définitif devant notaire. Toutes mes propriétés en Espagne et au Mexique, toutes mes actions majoritaires dans l'immobilière Montoya Rosal, mes comptes bancaires, tout mon patrimoine, elle a marqué une pause dramatique. Et qui s'élève à environ 5 000 millions de pesos. Un nouveau, collectif a parcouru la salle. Personne ne connaissait la vraie taille de la fortune de Jacinta. Elles seront héritées en totalité, à 100%, par ma seule petite fille reconnue et digne, Abril Rosal Montoya. Non. Le cri de Casilda a été animal, déchirant. Elle s'est levée en renversant sa chaise. Tu ne peux pas faire ça. Horacio est ton fils. C'est ton sang.
Cette intruse n'est rien. Tu n'es plus en état de décider de ça, tu es sénile. Je vais contester ce testament. Cette intruse est la fille d'Eladio, a répondu Jacinta froidement. Et toi et ton mari, vous êtes des voleurs. Alors Horatio ne recevra pas un seul centime rouillé de moi. Il a déjà pris son héritage en volant celui de sa nièce. Horatio a caché son visage dans ses mains, sanglotant. Mais, a ajouté Jacinta en levant un doigt. Je suis une vieille femme, et peut-être une idiote, mais je crois aux secondes chances, ou au moins à la vérité. Jacinta a sorti son téléphone de son sac. J'ai aussi mis en place un petit fonds fiduciaire d'urgence, 5 millions de pesos. Les yeux de Romina se sont agrandis. 5 millions. Ce n'était pas 5 000 millions, mais c'était de quoi les sauver de la ruine immédiate, des dettes du mariage, de l'hypothèque. Ce fonds sera divisé en parts égales entre vous trois, Horatio, Casilda et Romina. Avec une seule condition. L'air dans la hacienda pouvait se couper avec un couteau. Même le vent semblait s'être arrêté. Vous avez 60 secondes, a dit Jacinta en regardant sa montre Cartier en or. 60 secondes pour que l'un de vous trois présente des excuses sincères à Abril. Elle m'a désigné. J'étais debout, immobile, mon cœur prêt à exploser. Des excuses, a répété Jacinta. Pour les 22 ans d'abus. Pour lui avoir volé son identité. Pour avoir dépensé son argent. Pour l'humiliation de ce soir. Je ne demande que ça. Des excuses sincères et publiques. Elle a souri, un sourire qui ne promettait rien de bon. Si vous n'y arrivez pas, ces 5 millions de pesos seront immédiatement donnés à l'orphelinat Luz de Eladio, à Oaxaca. Elle a regardé le licencié Tadeo. Licenciado, le chronomètre sur l'écran, s'il vous plaît. L'écran géant a changé. Un énorme compteur rouge numérique est apparu. Votre temps, a dit Jacinta, commence maintenant. 59. 58. 57. Je tremblais. Une partie de moi, la petite fille naïve qui vit encore en moi, voulait qu'il le fasse. Je voulais désespérément que mon papa Horatio se lève, me regarde dans les yeux et dise. Pardonne-moi, ma fille. Je t'ai trahi. Je me fichais de l'argent. Je voulais juste qu'il m'aime plus que son orgueil et son image. 45. Les invités ont commencé à chuchoter nerveusement. Dis quelque chose, ai-je entendu. Demande pardon, pour l'amour de Dieu. Ce sont 5 millions. 30. Horatio a levé la tête. Ses yeux étaient pleins de larmes et de peur. Il m'a regardé, a entrouvert la bouche. À Abril, je... Casilda lui a donné un coup violent sur le bras. Tais-toi, Horatio, a-t-elle sifflé entre ses dents, mais le micro de la table a capté ces mots venimeux. Elle bluffe. C'est un piège de la vieille. Ne te rabaisse pas devant elle. On ne va pas donner cette satisfaction à cette recueillie. Horatio a refermé la bouche et baissé la tête, vaincu par sa femme, encore une fois. 15. Romina regardait Bruno, son mari. Il était pâle, en sueur. Fais-le, Romina, lui a-t-il chuchoté avec urgence. Fais-le. On a besoin de cet argent. Dis que tu es désolé. Romina m'a regardé. J'ai vu la bataille sur son visage, son orgueil contre son avidité. Je pouvais presque entendre les rouages dans sa tête. Demander pardon à l'adoptée, à celle qu'elle avait toujours piétinée devant ses amis riches. Admettre qu'elle était en dessous de moi. Sa lèvre a tremblé. Elle a serré la mâchoire. Ses yeux se sont remplis de haine, et elle a tourné la tête, refusant de croiser mon regard. L'orgueil a gagné. 04. S'il vous plaît, ai-je chuchoté, presque sans voix. Pas pour l'argent. Pour nous. 03. 02. 01. Le chronomètre est arrivé à 0, et un bip aigu a retenti dans les haut-parleurs. Fin du temps. Jacinta a rangé calmement son téléphone. Le temps est écoulé, a-t-elle dit d'une voix terriblement calme. Vous avez préféré votre orgueil. Vous n'avez pas pu prononcer 2 mots simples pour assurer votre futur. Votre haine est plus grande que votre instinct de survie. Elle a regardé son avocat. Licenciado Tadeo. Transférez les fonds à l'orphelinat. Tout de suite. Tout de suite, Doña Jacinta,
a répondu Tadeo en sortant son propre téléphone et en tapant rapidement. Le son imaginaire du virement bancaire a brisé quelque chose dans la tête de Casilda. Non, a-t-elle hurlé, un cri déchirant. La vieille folle. Tu es dingue. Elle s'est jetée sur la table, renversant des verres et des fleurs, essayant d'atteindre Jacinta. Elle avait l'air possédée. C'est mon argent. L'argent d'Horacio. Tu vas me le payer. Je vais te poursuivre en justice jusqu'à te laisser à la rue. Deux grands hommes en costume noir, la sécurité privée que Jacinta avait discrètement engagée, ont attrapé Casilda avant qu'elle puisse toucher ma grand-mère. Ils l'ont retenue par les bras pendant qu'elle se débattait et criait des insultes. Horacio, lui, ne faisait que pleurer, le visage caché dans la nappe tachée de vin. Un homme brisé, pathétique. Mais le pire, ce fut Romina. Toute sa façade de princesse parfaite a fondu. Elle comprenait qu'elle avait tout perdu, l'argent, le respect, l'héritage, et, en voyant le visage de Bruno, probablement aussi son mari. Elle a attrapé le micro de la table principale avec rage. Ses yeux étaient injectés de sang, fixés sur moi. « Théoï » a-t-elle crié, sa voix stridente résonnant dans toute la hacienda. « C'est toi qui as tout ruiné. C'est ta faute, Abril, tu as détruit mon mariage. » Elle a avancé au bord de la scène en me pointant du doigt. « Tu as toujours été jalouse, une parasite. Tu crois que tu es meilleure que nous parce que la vieille te préfère? Tu n'es rien. Tu es la fille du mort. » Elle devenait hystérique. Bruno a essayé de lui prendre le micro, mais elle l'a poussé. « Cet argent, tu nous le devais, tu comprends » a-t-elle hurlé, avouant l'inavouable devant tout le monde. « Tu nous le devais pour les 22 ans où on a dû te supporter, pour avoir supporté l'orpheline triste chez nous. 600 000 pesos, ce n'est rien comparé à ce qu'on t'a donné. Tu aurais dû nous donner plus. » La salle est devenue silencieuse comme un cimetière. Si la révélation du fideikommiso volé était une accusation, ça, c'était une confession. Romina venait d'admettre, devant 300 témoins et des dizaines de téléphones en train de filmer, qu'elle considérait ma vie et ma présence comme une dette financière. Tous les invités, ceux-là même qui se moquaient de moi une demi-heure plus tôt, la regardaient maintenant avec horreur et dégoût. Le licencié Tadeo est monté calmement sur la scène. « Merci, Señorita Romina » a-t-il dit d'une voix tranquille et professionnelle. « Nous avons maintenant votre confession enregistrée en vidéo et audio. Vous venez d'admettre que vous considériez le soin d'une mineure comme une transaction financière, pour laquelle vous attendiez une compensation illégale. Ce sera une preuve extrêmement utile dans le dossier pénal pour fraude, extorsion et abus fiduciaires que nous déposerons lundi matin. » Le visage de Romina est passé du rouge vif au blanc cadavérique en une seconde. Elle a regardé les caméras des invités, le visage dégoûté de Bruno, l'avocat qui prenait des notes. Elle a compris ce qu'elle venait de faire. Elle s'était détruite elle-même. Ses yeux se sont révulsés, ses genoux ont flanché, et elle s'est évanouie, tombant comme un sac de pommes de terre sur la scène. Ce fut le chaos. Les gens criaient, les photographes de mariage qui n'avaient pas cessé de prendre des photos mitraillaient maintenant la scène comme des paparazzis. Bruno criait qu'il fallait un médecin. Casilda se débattait encore avec les agents de sécurité, hurlant des insultes. « Si tu es encore là, s'il te plaît, aide-moi en mettant un « j'aime » à la vidéo et en commentant le chiffre 1 en bas. Comme ça, je saurai que tu m'as soutenu et que tu m'accompagnes sur ce chemin. Ton soutien m'encourage énormément. Commente le chiffre 1 et écoute-moi pendant que je continue à raconter mon histoire. » Au milieu de la folie, Doña Jacinta est venue vers moi. Elle a ignoré son fils en larmes, sa belle-fille hystérique et sa petite-fille évanouie. Elle n'avait Dieu que pour moi. Elle a posé sa main ridée mais chaude sur ma joue. Je tremblais de la tête aux pieds. « Viens, ma fille » a-t-elle dit avec une tendresse infinie. « Tu as assez vu, c'est fini. On rentre à la maison. » Elle a enlevé de ses épaules son rebozo de soie grise très cher et l'a posé sur les miennes, couvrant ma robe Zara bon marché, me protégeant du froid et des regards. Et ensemble, bras dessus bras dessous, nous sommes sortis de la hacienda, laissant derrière nous les ruines fumantes de la famille qui m'avait tourmenté pendant 22 ans. Je ne me suis pas retourné. Nous sommes montés dans une Mercedes noire blindée qui nous attendait dehors, moteur allumé. L'intérieur sentait le cuir neuf et la lavande. La clim était un soulagement après la chaleur étouffante de la salle. Pendant que la voiture s'éloignait sur la route pavée de San Miguel, je n'arrivais pas à arrêter de trembler. Les lumières de la hacienda disparaissaient au loin,
mais les cris de Casilda résonnaient encore dans ma tête. La Abuela. Le mot semblait étrange sur ma langue, nouveau et précieux. Est-ce que tout est vrai? Je suis la fille d'Eladio? Jacinta m'a pris la main entre les siennes. Ses mains, marquées par l'âge, étaient fortes et fermes. Oui, ma fille. Tu es la fille d'Eladio, ma petite fille. Mon sang. Ses yeux bleus se sont remplis de larmes sous la lumière douce de la voiture. Eladio était mon fils aîné, le bon, l'artiste, l'âme libre qui peignait et riait tout le temps. Horatio. Horatio a toujours été différent. Faible, toujours jaloux de la lumière de son frère. Quand Eladio est mort, une partie de moi est morte avec lui dans cet accident, a-t-elle soupiré, un son chargé de décennies de regrets. Ma plus grande erreur a été de faire confiance à Horatio. Je vis à Madrid, j'étais trop loin et trop déprimé. J'ai cru que la tragédie le changerait, que prendre soin de toi ferait de lui un meilleur homme. Mais je me suis trompé. Casilda, cette femme est du poison, et Horatio est trop lâche pour chercher l'antidote. Elle a serré ma main. Quand j'ai appris, des années plus tard, qu'il t'avait changé de nom légalement, qu'il te présentait comme l'adopté, j'ai su que quelque chose clochait. C'est à ce moment-là que j'ai engagé les détectives privés. Je t'ai surveillé à distance, Abril. J'ai accumulé des preuves de leurs dépenses, de leurs voyages, de leurs mensonges, pendant presque 20 ans, en attendant le moment où tu serais assez forte pour connaître la vérité. Et pourquoi maintenant, ai-je demandé en essuyant mes larmes. Pourquoi au mariage? Pourquoi pas avant? Son visage s'est assombri et elle a regardé par la fenêtre. Parce qu'il ne me reste pas beaucoup de temps, Abril. Elle a sorti un dossier médical de son sac et l'a posé sur mes genoux. J'ai un cancer du pancréas. Stade 4. Les médecins en Espagne me donnent 6 mois. Si j'ai de la chance, et si Dieu est généreux. J'ai senti un coup dans la poitrine, pire que n'importe quelle insulte de Romina. Je venais à peine de trouver le membre de ma famille qui me défendait, pour apprendre que je la perdais. Ce n'est pas juste, ai-je murmuré. Ne pleure pas pour moi, ma fille, a-t-elle dit avec un sourire courageux. J'ai eu une longue vie. Mais je ne pouvais pas mourir en sachant que je te laissais entre les mains de ces vautours. Je devais faire ça publiquement. Je devais les détruire socialement et légalement pour qu'ils ne puissent plus jamais t'atteindre. J'ai pleuré. J'ai pleuré pour mes parents morts, pour mon enfance volée, pour la grand-mère qui me sauvait alors qu'elle s'éteignait. Mais, Abuela, ai-je dit en essayant de comprendre. S'ils ont volé tout le fideikommiso, les 10 millions, alors, qu'est-ce qu'il me reste? Tu m'as laissé héritière, mais ça va prendre des années devant les tribunaux avec Casilda qui va tout contester. Et moi, je leur ai tout donné aujourd'hui. Je suis à zéro. Jacinta m'a regardé, et un petit sourire malin, presque espiègle, a traversé son visage. Chut. Tu te souviens que j'ai dit qu'Eladio était malin? Il connaissait son frère mieux que personne. Il savait qu'Horatio l'enviait toujours. Elle s'est penchée en avant et a ouvert la mallette que le licencié Taddeo avait laissée sur le siège en face. Elle en a sorti une chemise en cuir bleu foncé. Le fideikommiso de 10 millions de pesos qu'ils ont volé. Elle a marqué une pause. C'était l'APA. Je l'ai regardé, perdu. L'APA. Ton père savait que s'il laissait de l'argent à ton nom sous la tutelle d'Horatio, c'était risqué. Il savait que Casilda était avide. Alors il a laissé cet argent visible pour les occuper, pour qu'ils croient que c'était tout. Elle a ouvert la chemise. Il y avait des documents avec des tampons suisses. Ton père avait une assurance vie privée et des investissements en Suisse. Pour des millions de dollars de l'époque. Ma bouche s'est ouverte. Le bénéficiaire, c'était moi, ta grand-mère, avec une lettre d'instruction très claire, écrite à la main par ton père quelques jours avant sa mort. Elle m'a montré la lettre plastifiée, conservée comme un trésor. J'ai reconnu l'écriture d'un homme dont je ne me souvenais presque pas, mais que je sentais le mien. Maman, si quelque chose arrive à Elena et à moi, cet argent est pour Abril. Ne le donne pas à Horatio. Il est bon au fond, mais Casilda le contrôle et le dévorera. Garde cet argent, investis-le, protège-le, et donne-le à ma fille seulement quand elle aura 25 ans et qu'elle sera loin de leur influence. Protège ma petite fille, maman. J'ai pleuré en lisant les mots de mon père. Il savait. Il m'avait protégé depuis la tombe. J'ai gardé cet argent, Abril.
Je l'ai investi intelligemment dans l'immobilier et les actions technologiques pendant 22 ans. Je n'y ai pas touché. Elle m'a tendu un relevé récent d'une banque à Zurich. Ces millions de dollars, avec les intérêts et les investissements, aujourd'hui, ce sont 150 millions de pesos. J'ai regardé le chiffre. 150 millions. Environ 7,5 millions de dollars. Ils sont à toi, Abril. Ils sont sur un compte à Zurich à ton nom. Totalement hors de portée de la loi mexicaine et de ta famille adoptive. Horacio et Casilda n'en ont jamais entendu parler. Ils se sont contentés de voler les 10 millions et ont cru t'avoir laissé sans rien. Je suis resté à fixer le papier, incapable de le réaliser. Pendant que j'économisais peso par peso pour un appartement d'intérêt social. Pendant que je me faisais humilier et que je suppliais pour de l'affection contre 600 000 pesos. J'étais millionnaire. Extrêmement riche. L'argent de mon testament, les 5 000 millions de l'entreprise, ça, ce sera pour se battre, a dit Jacinta, la voix ferme. Ce sera la guerre légale. Mais ces 150 millions, c'est à toi. De l'argent liquide. Pour que tu vives. Pour que tu sois libre. Elle m'a pris le visage entre ses mains. La question, c'est, qu'est-ce que tu vas faire maintenant? L'argent n'est qu'un outil, ma fille. Ne laisse pas tout ça devenir juste une vengeance. La vengeance te vide. Transforme-le en héritage. Construis quelque chose de beau sur les cendres de ceux qu'ils ont brûlés. J'ai regardé par la fenêtre, dans la nuit. La fête était finie. Ma vie de victime, l'adoptée, la fille qui doit dire merci pour les miettes, était finie. Et ma nouvelle vie, effrayante, puissante, inconnue, venait de commencer. La semaine qui a suivi le mariage a été un ouragan catégorie 5. Comme on pouvait s'y attendre à l'ère digitale, les vidéos du mariage sont devenues virales avant l'aube. Le Mexique adore un bon drama, et le nôtre avait tout, argent, trahison, une méchante, et une grand-mère justicière. Les clips ont inondé TikTok, Twitter et Instagram. La vidéo de Romina criant « On a dû te supporter ». Maquillage coulant, est devenu un mème national. Le hashtag la boda de la Verguanza a été tendance numéro 1 sur Twitter pendant 3 jours de suite, juste devant hashtag Justicia para Abril. Des inconnus du monde entier m'envoyaient des messages de soutien. Des avocats proposaient de me représenter gratuitement, même si j'avais déjà le meilleur, le licencié Tadeo. La chute des Rosales a été rapide, brutale et publique. Romina a été la première domino à tomber. Son nouveau mari, Bruno, dont la famille vient de l'argent ancien et valorise la discrétion, a demandé l'annulation du mariage dès le lendemain, pour fraude et dommages moraux. L'agence de relations publiques de luxe où Romina travaillait l'a licenciée immédiatement via un communiqué citant un « comportement incompatible avec les valeurs de l'entreprise ». Elle est passée de hit girl à personne la plus détestée d'Internet. Casilda et Horacio sont devenus des parias sociaux. Le club de golf exclusif de Loma de Chapultepec leur a suspendu leur adhésion. Leurs amis de la haute société ont arrêté de répondre à leurs appels et les ont bloqués sur WhatsApp. Personne ne voulait être vu avec les voleurs d'orphelines. Puis, la loi est arrivée. Ils ont reçu la notification de la plainte civile que j'ai déposée avec l'aide de Tadeo. Nous demandions la restitution des 10 millions de pesos du fideicomiso original, plus 20 millions d'intérêts et de dommages. En parallèle, le parquet a ouvert une enquête pénale pour fraude aggravée, abus de confiance, falsification de documents et violence familiale psychologique. Une nuit, une semaine après le mariage, mon téléphone a sonné. Numéro inconnu. J'ai répondu, pensant que c'était un journaliste. Abril, ma fille, s'il te plaît. C'était Horacio. Sa voix était cassée, un sanglot pathétique. Abril, tu dois arrêter tout ça. S'il te plaît. Tu vas détruire ta mère. Elle est au lit, sous calmant. Elle ne supportera pas la prison. Tu dois retirer la plainte. J'ai senti une vague de colère froide. Le vieux truc, utiliser la culpabilité et mon empathie contre moi. Ma mère s'appelait Elena, et elle est morte il y a 22 ans, ai-je répondu d'une voix froide comme la glace. La femme dont tu parles, c'est celle qui m'a volé mon héritage et mon enfance. Abril, s'il te plaît. C'est ta grand-mère. Cette vieille t'a lavé le cerveau. Elle nous a toujours haïs. Nous, on t'aimait, à notre façon. J'ai ri. Un rire sec, sans joie, qui m'a même fait peur.
Vous m'aimiez? S'il te plaît, Horatio. Tu as eu 60 secondes, ce soir-là. 60 secondes et 5 millions de pesos sur la table pour dire 2 mots, je suis désolé. Je t'ai regardé dans les yeux, Horatio. Je t'ai supplié du regard d'être mon père, juste une fois. Et tu t'es tu. Tu as choisi ta peur. Tu as choisi Casilda. Tu as choisi l'argent que tu croyais hériter. J'avais peur, a-t-il balbutié. La peur est une excuse, pas une justification. Tu as eu 22 ans pour être courageux. Le temps est fini. Abril, je suis ton oncle. Je suis ton sang. Maintenant, parle avec mon avocat, ai-je dit en utilisant ses propres mots contre lui. Parle avec le licencié Tadeo. Il t'expliquera combien coûtent tes erreurs. J'ai raccroché et j'ai bloqué le numéro. C'était la sensation la plus libératrice de ma vie. 6 mois plus tard, l'air dans la salle du tribunal pénal de Mexico était lourd. Doña Jacinta était morte 2 mois avant. Le cancer l'a emportée vite, mais elle est partie en paix, dans son lit à Madrid, en tenant ma main. Ne construis, ne détruis pas, ma fille. Ça a été ses derniers mots. Ils sont gravés en moi. J'étais assise à côté du licencié Tadeo. J'étais officiellement la présidente de l'immobilière Montoya Rosal et l'unique propriétaire de sa fortune. Je portais un tailleur impeccable, bien loin des robes Zara de mon passé, mais l'argent n'enlevait pas le trac. La plainte civile avait déjà été tranchée en ma faveur en un temps record. Les preuves étaient impossibles à contester. Le juge avait ordonné la saisie immédiate de la maison de Coyoacán, des voitures et de tous les comptes bancaires des Rosal pour payer les 30 millions de pesos. Ils étaient ruinés. Mais aujourd'hui, c'était le procès pénal. Aujourd'hui, on décidait de leur liberté. Casilda et Horatio étaient assis sur le banc des accusés. Ils avaient l'air terribles. Casilda avait pris 10 ans en 6 mois. Ses cheveux n'étaient plus teints, ses racines grises étaient visibles, et son visage, sans botox, semblait lourd et amer. Horatio ressemblait à un fantôme, son costume trop grand pour ce qu'il était devenu. Casilda a tenté sa dernière scène quand elle est montée à la barre. Elle a pleuré, crié, essayé de jouer la victime. Je l'ai élevée, sanglotait-elle en regardant le jury. Je lui ai donné à manger quand elle n'avait personne. Je lui ai donné un toit. Cet argent du fideicomiso, c'était ma compensation pour avoir élevé la fille d'une autre. C'était mon salaire de mère. La juge, une femme d'une 50aine d'années au regard dur, n'a même pas cligné des yeux. Madame Rosal, a-t-elle dit d'une voix coupante. Élever un enfant, biologique ou adopté, est une obligation légale et morale, pas un business. Vous n'étiez pas une employée domestique, vous étiez sa tutrice. Ce que vous avez fait, en dépensant cet argent pour vos propres luxes, s'appelle du vol et de la fraude. Asseyez-vous. Le procureur a demandé la peine maximale, 15 ans de prison pour les deux, pour fraude aggravée, abus de confiance continue et violence familiale psychologique. J'ai vu Horatio trembler. J'ai vu Casilda serrer les dents de haine. Alors je me suis levé. Madame la juge, ai-je dit, ma voix claire et ferme dans la salle silencieuse. En tant que victime et plaignante, je demande la parole avant la sentence. La juge a acquiescé. Procédé, Señorita Rosal Montoya. Je me suis avancé au centre de la salle. Je n'ai pas regardé Casilda, j'ai regardé la juge. Ce que ces personnes m'ont fait est impardonnable. Elles ne m'ont pas seulement volé de l'argent. Elles m'ont volé mon identité, le souvenir de mes parents, mon enfance et mon estime de moi. Elles ont utilisé ma confiance pour financer leur vanité. J'ai respiré profondément. Pour Madame Casilda Rosal, l'architecte de cet abus, la femme qui m'a appris ce qu'est la haine et qui, à ce jour, ne montre pas un gramme de remords, je demande tout le poids de la loi. Que justice soit faite, et qu'elle paie pour chaque jour où elle m'a fait me sentir moins qu'humaine. Casilda a crié quelque chose, mais son avocat l'a fait taire. Je me suis tourné vers Horatio. Il a levé les yeux, rouge, plein de peur. Cet homme est le frère de mon père. Mon père, Eladio, était un homme bon, un homme qui aimait sa famille. Et je sais, au fond de mon cœur, que mon père ne voudrait pas voir son unique frère finir dans une cellule, détruit et sans espoir. La salle était totalement silencieuse. Horatio est un lâche, madame la juge. Ce n'est pas un monstre. C'est un homme faible qui a laissé sa jalousie et sa femme le piétiner, lui et moi.
Son crime a été le silence et l'inaction. Pour lui, je demande la clémence. Je demande une peine avec sursis. Horacio a laissé échapper un sanglot audible. Casilda le regardait avec incrédulité. Mais à une condition, ai-je ajouté aussitôt. Je demande que sa liberté soit conditionnée à l'accomplissement de 2000 heures de service communautaire dans l'orphelinat Luz de Eladio, à Oaxaca. Le même orphelinat auquel ils ont refusé de donner les 5 millions de pesos. Je veux qu'il travaille à nettoyer, réparer, servir des enfants qui, comme moi, n'ont personne. Je veux qu'il apprenne ce que signifie servir vraiment. Horacio est tombé à genoux, se couvrant le visage. Pardonne-moi, Abril, pardonne-moi, répétait-il. En comprenant ce qui se passait, Casilda a crié. Maudite. Tu es un démon. Tu nous sépares. La juge a frappé de son marteau, scellant le destin de tout le monde. Le tribunal a entendu la victime. Madame Casilda Rosal, je vous condamne à 10 ans de prison ferme au Centre féminin de réinsertion sociale Santa Marta, sans possibilité de libération conditionnelle. Monsieur Horacio Rosal, a continué la juge. Votre peine de 8 ans est suspendue, à condition que vous remplissiez strictement les 2000 heures de service communautaire dans l'institution mentionnée, et que vous répariez les dommages. Si vous échouez un seul jour, vous irez en prison. Quand les policiers ont emmené Casilda menottée, elle m'a craché dessus en passant. Elle ne m'a pas touché. Les agents l'ont tirée dehors pendant qu'elle hurlait des insultes. Horacio est resté debout, seul, à me regarder. Il y avait un mélange de honte profonde et de gratitude dans son regard. Je ne lui ai pas rendu son regard. Je ne l'ai pas serré dans mes bras. La justice de ma grand-mère était accomplie. La mienne, celle de construire au lieu de détruire, commençait. 5 ans plus tard. Aujourd'hui, j'ai 32 ans. Le soleil d'Oaxaca brille d'une lumière dorée sur un bâtiment moderne, lumineux. C'est le centre Jacinta, une école, une maison et un centre d'art pour enfants orphelins et victimes de violences familiales. Je l'ai construit avec les 150 millions de pesos que mon père m'a laissés en Suisse, et je le fais vivre avec les bénéfices de l'empire immobilier de ma grand-mère. C'est ma fierté. C'est ma réponse à la douleur. La vie des Rosal a suivi le chemin qu'ils ont eux-mêmes tracé. Romina, après avoir été licenciée et après l'annulation de son mariage, a essayé de m'arnaquer encore il y a 2 ans. Elle m'a envoyé des emails désespérés, disant qu'elle était enceinte, malade et sans argent. Mes avocats ont enquêté et ont découvert que c'était faux. Elle s'était fait opérer pour ne plus avoir d'enfants des années avant, et elle utilisait la même histoire pour soutirer de l'argent à d'anciens camarades de fac. Je lui ai donné une dernière chance, rendre l'argent volé à ses victimes et trouver un travail honnête, ou faire face à des charges pénales. Elle a choisi de fuir. La dernière nouvelle que j'ai eue d'elle, c'est qu'elle travaille dans un call center à Puebla sous un faux nom, seule et amère, vivant dans une petite chambre, loin des luxes qu'elle pensait mériter. Casilda est toujours en prison. Elle a purgé la moitié de sa peine. Elle m'écrit une lettre tous les mois. Parfois, elle demande pardon. Parfois, elle demande de l'argent. Parfois, ce sont des insultes. Je n'ai jamais répondu. Je ne l'ai jamais visitée. Ma santé mentale vaut plus que son besoin d'attention. Et Horacio? Quand il est arrivé à l'orphelinat à Oaxaca, il y a 5 ans, c'était un homme brisé, obligé de nettoyer des toilettes et de repeindre des murs. Mais quelque chose s'est passé en chemin. Au contact d'enfants qui ont vraiment besoin d'aide, en travaillant de ses mains, loin du poison de Casilda, il a commencé à changer. Il a terminé ses 2000 heures obligatoires il y a 3 ans. Il était libre de partir, mais il n'est jamais parti. Aujourd'hui, Horacio est l'administrateur et le jardinier principal du centre. Il vit dans une petite maison près du village. Il a vieilli, ses cheveux sont blancs, mais il a l'air plus en paix que je ne l'ai jamais vu. Les enfants l'adorent. Ils l'appellent Tiwash. Il leur apprend à s'occuper des plantes, à réparer leur vélo. Il a trouvé la rédemption, non pas dans mes mots, mais dans ses actes de tous les jours. Nous parlons rarement de choses personnelles. Nous ne sommes pas père et fille. Cette relation est morte depuis longtemps. Mais il y a un respect silencieux. Il sait que je lui ai sauvé la vie, en lui donnant un but. Je suis sur l'estrade, en train d'inaugurer le nouveau pavillon de musique. Dalia, ma meilleure amie, celle qui ne m'a jamais abandonné, est au premier rang, en larmes, en train de filmer avec son téléphone. Horacio est au fond, dans le jardin, en train de tailler des bougainvilliers,
écoutant en silence, avec un petit sourire triste. Je prends le micro et je regarde les 100 enfants qui ont maintenant un foyer sûr, de la nourriture chaude, et, surtout, du respect. Il y a 5 ans, à un mariage, je commence d'une voix ferme et claire. Et quelqu'un m'a appelé et l'adopté comme si c'était la pire insulte du monde. On voulait me faire croire que je ne faisais pas partie du tableau, que j'étais de trop, que je devais aller chercher une autre table. Je marque une pause en regardant leur visage. Ils avaient raison sur une chose, j'ai été adopté. Mais je n'ai pas été adopté par leur fausse charité. J'ai été adopté par la justice. Par la vérité. Et par l'héritage d'une femme incroyable, ma grand-mère Jacinta, et par l'amour d'un père que je n'ai jamais connu, Eladio, mais qui m'a protégé depuis l'au-delà. Je respire. Ils m'ont appris que la famille, ce n'est pas le sang qui te trahit. La famille, ce ne sont pas ceux qui te disent d'être reconnaissante parce qu'ils ne te maltraitent pas trop. La famille, c'est les gens qui te choisissent. Les gens qui te protègent. Les gens qui t'aident à relever la tête. J'ouvre les bras pour montrer tout le centre. Aujourd'hui, nous sommes ici pour dire à tous les enfants qui se sont un jour sentis de trop, en trop, adoptés dans le mauvais sens, que vous appartenez, que vous comptez. Et nous avons construit une énorme table. Et à cette table, il y a de la place pour tout le monde. Ici, personne n'a à aller chercher une autre table. Les gens applaudissent. Les enfants crient de joie. Je vois Horatio au fond essuyer une larme avec son gant de jardinage et retourner à son travail, le dos un peu plus droit. Je descends de l'estrade, et Dahlia me serre dans ses bras. Je suis tellement fier de toi, amiga. Tu as gagné. Non, Dahlia, je corrige en souriant, en regardant le ciel bleu d'Oaxaca. Je ne leur ai pas à gagner. Je me suis gagné, moi. Nous avons gagné. Beaucoup de gens sur Internet et dans les magazines mondains disent encore que je suis allé trop loin, que je n'aurais pas dû tout leur enlever, à mes parents adoptifs, que la vengeance n'est jamais bonne, que j'aurais dû tout pardonner comme une bonne chrétienne. Mais moi, je ne vois pas ça comme une vengeance. Je vois ça comme de la justice. Ma grand-mère m'a dit, dans ces derniers jours, ne détruis pas pour détruire. Détruis pour pouvoir construire quelque chose de meilleur. Et c'est ce que j'ai fait. J'ai détruit un système d'abus, de mensonges et de vols pour construire un système d'espoir, de vérité et de futur pour des centaines d'enfants. Et vous, qu'en pensez-vous? Est-ce que j'ai bien fait? Ou est-ce que j'aurais dû pardonner et les laisser continuer à me piétiner? Moi, je dors tranquille chaque nuit, en sachant que ma table est remplie d'amour véritable, pas de dette.